Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Ismaël Mostefai, l'un des tueurs du Bataclan, recevait 290 € chaque mois pendant qu'il décapitait des otages devant une caméra. La réponse est oui, vous allez censurer et faire tomber le gouvernement. On estime qu'environ un quart des djihadistes français ont ainsi bénéficié des largesses de l'État. Le Rassemblement national censurera évidemment ce gouvernement. Dans le quinquennat, nous devons fermer toutes les centrales à charbon qui existent encore dans le pays. Changer notre mix électrique pour atteindre à horizon 2025 les 50%. Mais j'ai peu d'espoir qu'il soit touché par la grâce. Je me suis attaché à simplement faire ce à quoi je m'étais engagé durant la campagne présidentielle. Encore une fois, arnaque ou escroquerie, pour moi c'est la même chose. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, le cri de guerre, effectivement, d'Emmanuel Macron contre le Covid, c'était déjà il y a 4 ans. Ça retentit partout, à tous les étages, sur tous les tons, sur tous les temps. Eh bien, on va parler, par exemple, vous savez, de l'électricité. Vous savez, les prix qui augmentent. Eh bien, une tribune qui fait beaucoup de bruit, un pavé dans la mare. Nous dénonçons le développement à marche forcée des énergies renouvelables. Un certain nombre de patrons d'électricité, d'experts, ont signé cette pétition, cette lettre. On va en parler avec Fabien Bouglet, que vous connaissez déjà, puisque il est aux éoliennes, ce que Don Quichotte fut au moulin à vent, mais avec peut-être un peu plus d'efficacité. On verra, on en parlera. Et puis, nous allons recevoir effectivement ce qui se passe à Alep, qui vient d'être pris par les djihadistes de l'ancien Al-Nosra. Encore une fois, évidemment, s'affrontent d'un côté le régime de Bachar el-Assad, d'un autre côté les Turcs qui effectivement sont en train d'encourager les islamistes. Est-ce que c'est le retour de Daesh, de Al-Nosra et compagnie? On va en parler avec Pierre-Alexandre Bouclet, qui est président de Radio Courtoisie, qui est ancien grand rapporteur à Valeurs Actuelles, et avec Benjamin Blanchard, qui est directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Et puis après, vous allez voir Emmanuel Macron. C'est très important, parce que Emmanuel Macron, il était à Notre-Dame, donc il va en Arabie Saoudite, il revient à Notre-Dame pour la grande inauguration de la nouvelle cathédrale, disons-le comme ça. Et alors, est-ce qu'il a menti des fois, Emmanuel Macron? On va en parler, vous allez voir, on va faire un petit compendium intéressant. Et puis nous allons recevoir en fin d'émission, en seconde partie d'émission, on parlait d'éducation sexuelle, vous savez, du genre, etc. Il y a aussi un autre fléau qui répand la terreur, le cybersex. Le cybersex, est-ce que les enfants ne sont pas effectivement contaminés, victimes de ce qui se passe sur un certain nombre de réseaux? À tout de suite, on est parti. Ces états. Et très bientôt Noël, il est né de divine enfant. Est-ce qu'elle naîtra la divine réconciliation? Vous dites, mais de quoi il parle? Oui, d'un miracle. Mais qui a parlé de miracle? Eh bien, c'est ce matin, Jordan Bardella, le chef du RN, sur RTL. Écoutez ce qu'il disait ce matin à propos d'une dissolution possible et d'une motion de censure possible. Écoutez. À partir du moment où Michel Barnier poursuit la politique d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national censurera évidemment ce gouvernement. Donc la réponse est oui, vous allez censurer et faire tomber le gouvernement? La réponse est oui, le Rassemblement national actionnera le mécanisme du vote de la censure, sauf évidemment miracle de dernière minute si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15 heures, mais j'ai peu d'espoir qu'il soit touché par la grâce. Michel Barnier sera-t-il touché par la grâce? Miracolo, est-ce que la sagesse va descendre ou pas? Écoutez, on le saura à 15h ou un peu plus tard. Si non affinité, on vous tiendra au courant, bien sûr, sur Sud Radio. Mais en attendant, on va parler des 100 000 votes et que ce que ça nous coûte les 100 000 votes, car un certain nombre de personnalités ont jeté un sacré pavé dans la mare. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes.
Ouais, fais moins d'électricité, Joe Dassin. Oui, fais moins d'électricité, mais à quel prix? C'est bien le problème. Écoutez, voilà les premiers mots et quelques mots d'une tribune, d'une lettre ouverte. Nous, anciens ministres, anciens parlementaires, anciens dirigeants d'entreprises de production d'électricité, animateurs de centres de réflexion et spécialistes des questions énergétiques, dénonçons par cette lettre l'extrême gravité pour la France de poursuivre la politique énergétique proposée par le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie récemment publié. Nous dénonçons la poursuite à marche forcée d'installations d'éoliennes marines ou terrestres ou de panneaux solaires qui ne servent en aucun cas à la décarbonation de notre pays, puisque grâce au nucléaire et à l'hydraulique, l'électricité y est abondante et déjà décarbonée à 80%. Nous dénonçons l'illusion répandue par les rapports officiels de RTE, le réseau d'électricité, c'est bien ça, que les énergies renouvelables intermittentes et l'énergie nucléaire seraient complémentaires et qu'une production d'électricité totalement dépendante de la météo et impossible à stocker à grande échelle puisse offrir aux Français la sécurité d'approvisionnement électrique. Et la lettre continue, et on va en parler, mais je voudrais vous dire la fin, justement, et les signataires, bien sûr. Parce que nous avons été, pour certains d'entre nous, au cœur de la gouvernance énergétique de notre pays. Nous pouvons vous affirmer que la poursuite aveugle du développement accéléré des énergies intermittentes en France contribuera à un affaiblissement de notre souveraineté énergétique, à la déstabilisation de notre économie par la poursuite de l'augmentation du prix de l'électricité et l'inflation énergétique qu'elle génère, à la baisse de notre compétitivité industrielle, à une dépendance accrue vis-à-vis d'équipements importés de l'étranger, à une régression sociale et à des risques importants de coupures d'électricité à grande échelle. Monsieur le Premier ministre, cette politique ruineuse, dont l'échec est patent en Allemagne, ne sert que quelques intérêts particuliers, majoritairement étrangers, aux dépens de l'économie française, des consommateurs et des contribuables français. Malgré l'évidence de ces conséquences désastreuses, une partie de l'administration et du personnel politique continue de promouvoir cette politique au nom d'une idéologie antinucléaire, aujourd'hui totalement dépassée, et de la défense d'intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous avons l'honneur de vous demander solennellement de mettre un terme définitif à une politique énergétique qui cause d'énormes dommages à notre pays. Et qui signe Henri Proglio, ancien président d'EDF, Hervé Macheneau, ancien directeur exécutif d'EDF, André Merlin, ancien président fondateur de RTE, Michel Rousseau, président de la Fondation Concorde, Xavier Moreno, président du Cercle d'études réalité écologique et mix énergétique, Louis Gallois, ancien chef d'entreprise, ancien commissaire général à l'investissement, Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, président de patrimoine nucléaire et climat, François Goulard, ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Christian Géraudot, haut fonctionnaire français, ancien délégué interministériel à la sécurité sociale, à la sécurité routière, et Fabien Bouglet, essayiste, expert en politique énergétique. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour André Berkoff. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce j'accuse ? Eh bien oui, c'est un j'accuse énergétique pour signifier au Premier ministre la gravité de la situation dans le domaine énergétique. C'est un pavé dans la mare, c'est un petit caillou. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais un Don Quichotte. Non, je ne suis pas un Don Quichotte. Je me bats pas contre des moulins à vent vainement. Non. Nous sommes David. Les éoliennes, c'est des moulins à vent. Oui, mais nous sommes David contre Goliath. D'accord. Et en tant que David, ce pavé dans la mare est le petit caillou qui va faire tomber le Goliath éolien et photovoltaïque. La situation est très grave. Il suffit de prendre la situation en Allemagne. Tout d'abord, l'Allemagne, tout récemment, les chefs d'entreprise ont crié un cri d'alerte sur le problème d'approvisionnement en électricité parce qu'il n'y avait ni vent ni soleil. Toute l'économie s'effondre en Allemagne du fait qu'ils n'ont pas de nucléaire. Et ils n'ont pas de nucléaire, ils ont fermé les 3 derniers réacteurs nucléaires. L'économie s'effondre de ce fait, puisqu'ils ne bénéficient plus du gaz de Vladimir Poutine, et encore tout récemment, une réserve de gaz a été détruite avec 27 milliards de mètres cubes en Ukraine. Donc si vous voulez, certains voudraient nous faire croire qu'en suivant le modèle allemand qui est catastrophique, la France serait vertueuse. Mais non. Et la volonté des signataires de cette lettre, c'est de faire un cri d'alerte
au Premier ministre, mais aussi à l'ensemble de la classe politique, sur l'inanité de cette politique désastreuse qui va conduire la France à poursuivre le dessein de l'Allemagne. Nous ne voulons pas que la France soit dans la même catastrophe économique que l'Allemagne, et nous signifions par cette tribune ouverte, qui est effectivement, comme on l'a dit, une lettre de dénonciation forte, une anaphore pour rappeler tous les problèmes qu'il y a derrière. Et vous demandez avec vos collègues signataires l'arrêt total, définitif de cette politique. Oui. Qu'est-ce que ça nous a coûté jusqu'à présent, Fabien Boulet? Écoutez, ça nous a coûté des centaines de milliards d'euros. La Cour des comptes avait fait un rapport déjà en 2017 pour parler de 120 milliards d'euros. En 2017. En 2017. Mais on peut parler des 200 milliards de raccordements qu'ont annoncé RTE et Enedis. Si on continue, on peut parler des subventions et des engagements. La Commission de régulation de l'énergie a rappelé que le service public de l'électricité allait représenter 9 milliards en 2025, 9 milliards. Cette année, c'est 4 milliards. Alors, j'entends le débat politique dire il faut ne pas payer les taxes des factures d'électricité, les fameux 4 milliards. Oui. Mais ça, ce sont les conséquences. Nous, dans notre tribune, nous abordons les causes. Les causes de l'explosion de la facture d'électricité et des factures énergétiques sont dues à cette politique de en même temps nucléaire couplée avec les éoliennes. Quand vous dites c'est pas vrai, c'est pas complémentaire, quoi. Ça n'est pas complémentaire. Pourquoi, André Berkoff? C'est que quand vous mettez des énergies intermittentes dans un réseau qui reçoit du nucléaire constant, vous déstabilisez complètement le réseau, et c'est ce qui se passe d'ailleurs en Allemagne. Vous risquez des coupures généralisées d'électricité, vous créez des systèmes d'équilibrage entre une électricité qui est comme ça et une électricité constante, celle du nucléaire ou des barrages, qui est pilotable, et donc vous déstabilisez complètement le réseau. Et donc, ce cri d'alerte au Premier ministre, mais par extension à l'ensemble du corps politique et de la classe politique française, c'est de dire ne continuons pas dans ce qui est l'Energiewende, c'est-à-dire la transition énergétique allemande, qui est un échec retentissant en Allemagne. En outre, récemment, dans une commission d'enquête en Allemagne, vient d'être dévoilé que les Grünen allemands, le ministre des Verts allemands, avaient mené des financements ministériels pour mener une guerre au nucléaire au niveau mondial et en particulier en France. Et c'est pour cette raison que nous insistons sur l'infiltration de nos institutions par les antinucléaires pro-éoliens. Encore tout récemment, on vient d'annoncer que un représentant de France Renouvelable, qui est l'ancien France Énergie Éolienne, vient d'être nommé directeur de cabinet adjoint ou au cabinet du patron de RTE, réseau de transport d'électricité. Chez nous en France. En France, vous avez des gens de la filière éolienne qui sont engagés à EDF et à RTE pour infiltrer et faire dépendre les décisions dans l'orientation de l'éolien. Et donc, si vous voulez, là, ça suffit. C'est aussi stop, on arrête. Ce cri de colère, il est pour signifier par des hautes personnalités. Attention, hein, on a les anciens dirigeants de notre système énergétique. André Merlin a été un des créateurs du marché européen de l'électricité. Parce que derrière tout ça, vous avez aussi le problème du marché européen de l'électricité. C'est que comme les énergies intermittentes sont prises en priorité du fait de leur coût qui est quasi nul, eh bien, vous déstabilisez le prix du marché européen de l'électricité, et la France, dont le marché nucléaire le prix du nucléaire est un des plus bas dans le monde, pâtit parce qu'elle se retrouve avec un prix de marché européen qui n'est pas conforme à son prix domestique. Et donc, c'est Fabien Boulet, pourquoi on ne suit pas l'Espagne et le Portugal qui ont décidé, eux, pourtant de quitter le marché européen, ils ont quitté le marché. Parce qu'il y a des pressions allemandes. Puisque les Allemands bénéficient de notre électricité pas chère qui est mutualisée. En réalité, tout récemment, on vient de lire que les Allemands qui menaient des opérations de guerre économique contre le nucléaire français avaient écrit en 2022 ou 2023, je crois, un courrier à Agnès Pannier-Runacher pour lui demander si les centrales nucléaires françaises allaient pouvoir assurer l'approvisionnement en électricité de l'Allemagne. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que d'un côté, ils mènent des opérations de guerre économique terribles pour détruire le nucléaire
français Ouais. et de déstabilisation. Et de l'autre côté, ils sont contents de profiter de nos centrales nucléaires et de l'exportation, tout en demandant de fermer Fessenheim, ce qui est un scandale absolu, puisqu'on a fermé une centrale nucléaire qui fonctionnait, qui était opérationnelle encore 30 ou 40 ans. Aux États-Unis, une centrale équivalente a été prolongée pour 80 ans, André Berkoff. Oui, Fessenheim, c'est vous dire effectivement, que là, parce que derrière, il faut bien comprendre une chose. C'est bien sûr l'énergie, mais l'énergie, c'est le sang de notre pays. C'est l'essence de notre souveraineté. L'économie, c'est l'énergie transformée. Hein. Exactement. On l'a dit Sans depuis énergie, toujours. il n'y a pas d'économie. Et c'est là-dessus où je veux vraiment alerter les hommes politiques. C'est que le débat n'est pas sur la taxe. Et je reviens sur cette question fondamentale. La question est qu'est-ce qui cause l'augmentation des taxes? Et l'augmentation des taxes, notamment de la TIFCE, c'est bien le subvention aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques. Et c'est autre part les 200 milliards d'euros envisagés par le TURP, qui est une taxe que payent les consommateurs sur leur facture d'électricité. On se retrouve juste après cette petite pause, Fabien Bouglet, et puis on va essayer de voir qu'est-ce que vous attendez. On va continuer à en parler pendant quelques minutes. Qu'est-ce que vous attendez justement du Premier ministre ou de celui qui lui succédera, hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Et vous, chers auditeurs, pendant la pause, vous pouvez en profiter pour jouer au grand sapin de Noël de Sud Radio. C'est l'occasion d'ouvrir vos cadeaux de Noël en direct. En jouant avec nous, vous pouvez gagner une enceinte connectée Amazon Echo Dot, offerte par la Confédération des buralistes, un séjour en famille au parc du Futuroscope ou encore plein d'autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors pour tenter votre chance, rien de plus simple, appelez-nous dès à présent au 0826 300 300. Si vous êtes le 8e appel, c'est gagné. Et je ne suis pas le seul, vous avez vu ces 10 patrons d'EDF, experts et tout ça qui ont dit ça suffit. Fabien Bouglet, vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, hein, nous sommes au-delà des problèmes de la dissolution ou pas dissolution, à supposer que Barnier reste ou que quelqu'un le remplace. Qu'est-ce que vous dites aux politiques et notamment à Agnès Pannier-Runacher? Oui, si vous voulez, en fait, il faut bien comprendre que Agnès Pannier-Runacher, qui est le ministre de l'écologie, et sa consoeur Olga Givernet, qui est ministre de l'énergie, portent actuellement ce qu'on appelle le plan pluriannuel de l'énergie. Et ce plan pluriannuel de l'énergie, qu'on espérait beaucoup moins volontaire dans le domaine des énergies intermittentes, panneaux photovoltaïques ou éoliennes en mer et éoliennes terrestres, est totalement dans la lignée du en même temps macronisme qui consiste à dire on va faire du nucléaire et des énergies intermittentes. Et les déclarations et le document qui a été dévoilé est absolument terrifiant pour le système énergétique. Et c'est ce qui a levé, si vous voulez, ces représentants, ces anciens dirigeants et ces spécialistes des questions énergétiques. On parle de multiplication par 3 ou 2 des éoliennes terrestres, on parle de multiplication... C'est investir encore quelques centaines de milliards. Des milliers d'éoliennes en mer. On en a aujourd'hui 3 centrales, il s'agit d'en faire 30 ou 40. Hein, donc, c'est-à-dire, on passe de... Là, on a quelques centaines d'éoliennes en mer installées, il s'agirait d'en faire 5000. Vous voyez, des panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires individuels, ça pose pas trop de problèmes, mais les panneaux photovoltaïques pour lesquels on détruit des forêts, on détruit des environnements pour installer dans des zones naturelles ou des montagnes des panneaux photovoltaïques, ça n'a aucun sens pour sauver la planète. Et on le dit dans ce système, nous n'avons pas besoin d'énergie intermittente éolienne aux panneaux photovoltaïques parce qu'avec nos barrages et avec notre nucléaire, nous sommes déjà décarbonés et la France est un des pays les plus vertueux au monde pour son électricité décarbonée. Et donc cette vous lettre demandez ouverte, quoi au Premier ministre cette lettre ouverte, c'est déjà un arrêt de mort. Ouais. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'Agnès Pannier-Runacher et Olga Givernet ne peuvent plus présenter le plan pluriannuel de l'énergie tel qu'il est déposé. C'est Vous croyez fini. que ça va arrêter? Je pense que l'autorité des personnes qui l'ont signé est très forte et que Madame Pannier-Runacher, et on verra l'évolution du gouvernement, et sa consoeur ne peuvent plus aujourd'hui présenter décemment ce plan pluriannuel de l'énergie qui multiplie les éoliennes. Donc, le plan pluriannuel de l'énergie tel que présenté par Agnès Pannier-Runacher, voulu par Emmanuel Macron, est mort. Donc on peut faire entendre la marche funèbre de Chopin et donc, sans ce problème. que nous demandons, justement, c'est que maintenant, soit Michel Barnier, peut-être pourquoi pas avant la censure, ce qui serait d'ailleurs peut-être un miracle, hein, ça pourrait constituer un miracle, on verra. dévoile immédiatement un moratoire sur les éoliennes et les panneaux photovoltaïques qui portent atteinte à la nature. Pour
faire l'enterrement définitif de cette filière qui n'est pas française, qui ne bénéficie pas à l'économie française, qui fait l'objet d'infiltration d'étrangers, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'infiltration de nos administrations, pour mettre un terme à cette imposture qui détruit notre économie et nos entreprises. Rappelons une chose, André Berkoff. En Allemagne, à cause du système énergétique, les entreprises délocalisent et ferment. Les industries ferment. Et ça commence en France. On voit ce qui se passe avec Volkswagen, BASF, etc. Et Michelin vient d'annoncer en France la fermeture d'industrie, du pneu, de ce fait. Nous allons assister à une dégradation industrielle extrêmement forte et puissante. Avec du chômage et avec l'explosion du... On va bien, vous dites arrêtons le massacre. Et donc vous avez écouté, eh bien je vais vous dire une chose, cet avis va-t-il donner lieu de faire part ? On le saura très vite. Merci Fabien Bouglé. En tout cas, on a bon espoir que Michel Barnier réponde à notre attente, ou son successeur si c'est le cas. Et on continuera le combat. Miracolo. Merci. Merci André Berkoff. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Chansons comme on les aime au Proche-Orient, où certains d'entre nous ont connu un Proche-Orient où il faisait bon vivre, où il faisait multiculturel au vrai sens du terme, où il faisait tolérance et vivre ensemble au vrai sens du terme. Et malheureusement, en ce moment, depuis quelque temps déjà, hélas, le vivre ensemble s'est transformé en mourir ensemble. Ce qui est quand même affreusement triste et plus que ça d'ailleurs, et voilà. Alors depuis hier, on nous parle que Alep effectivement est tombé, une coalition de rebelles et de djihadistes anti-Bachar el-Assad, coalition tenue par la Turquie, s'est emparée d'Alep et de certaines villes. Et alors il y a des guerres en ce moment, il y a en tout cas des affrontements extrêmement forts. Qu'est-ce qui se passe à Alep ? Eh bien on va en parler et comment c'est présenté d'ailleurs ici et ailleurs. On va en parler avec donc, bonjour Pierre-Alexandre Bouclé. Bonjour André. Vous êtes président de Radio Courtoisie, ancien grand reporter à Valeurs Actuelles. Et bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour André Berkoff. Directeur général de SOS Chrétien d'Orient. Tous les deux, on vous reçoit toujours avec plaisir. Alors, Benjamin Blanchard, vous étiez il n'y a pas longtemps au Liban. Et en Syrie d'ailleurs. J'avais enchaîné les deux. Et en Syrie, absolument. Alors, quelle est la situation, puisque vous étiez là-bas ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, qu'est-ce qui a déclenché ça et qu'est-ce qui se passe ? Alors, je crois que tout ça a été déclenché suite à la guerre israélienne au Liban, qui a eu pour conséquence, c'était l'objectif tout à fait clair, ou en tout cas un des objectifs, d'affaiblir le Hezbollah et l'Iran. Et il se trouve que le Hezbollah et l'Iran avaient un rôle essentiel dans la défense d'Alep, puisque les Russes sont présents, mais surtout avec leurs avions et leur artillerie. Mais au sol, c'est l'armée arabe syrienne où c'était l'armée arabe syrienne et le Hezbollah et l'Iran. Et il semble bien que le Hezbollah et l'Iran aient considérablement amoindri leur présence sur le terrain, puisque lorsque nous avons vu mercredi soir, Benjamin Netanyahou annonce le cessez-le-feu et annonce dans son discours que Bachar el-Assad a joué un jeu dangereux et qu'il va payer. 2 heures après, l'offensive commence, avec des gens très bien armés, avec des uniformes tout neufs, donc depuis la poche d'Idlib, qui était sous couvert turc. Il y avait un cessez-le-feu entre la Turquie et la Russie. Là, le cessez-le-feu est rompu, ils attaquent, et en fait, à partir du lendemain, l'armée est partie complètement en débandade. Les soldats ne se sont pas battus, ils se sont mis à courir, et en fait, Alep est tombé sans un coup de feu pratiquement. C'est ça. Alors, ça rappelle des souvenirs. Mossoul, par exemple, Mossoul ou Sud-Vietnam pour les plus anciens. Oui, mais ce qui est étonnant quand même, c'est que on avait l'impression que le régime, on peut penser ce qu'on veut, il y a beaucoup de choses à dire sur le régime Bachar el-Assad, qui n'est pas l'exemple de la démocratie la plus pure, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on pensait qu'il tenait solidement ses positions et l'armée qui s'en va. En fait, André Berkoff, on dit souvent, à mon avis à tort, que les sanctions ne servent à rien. Et je crois que sur le long terme, et là aussi l'histoire nous l'a souvent montré, que les sanctions ont une capacité d'affaiblir un pays en profondeur. Alors au début, ça ne se voit pas, mais ça use terriblement. Et là, on parle de 10 ans de sanctions. Ça fait depuis... Notamment de la France d'ailleurs. Voilà, et des États-Unis. Depuis 2019, les combats les plus durs étaient arrêtés. Donc on peut dire que la guerre avait en quelque sorte cessé. Mais par contre, la guerre
économique s'est encore renforcée avec des sanctions toujours plus dures et ça a usé la population, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Quand j'y étais il y a 3 semaines, j'ai senti cet épuisement moral, etc. Misère économique, misère... voilà, et puis de se dire qu'en fait on ne s'en sortira jamais. À quoi ça sert de se battre si de toute façon rien ne peut changer parce qu'on est étranglé, etc. Et démotivé aussi. Et voilà. Pardon, parce que l'armée, justement, l'armée syrienne me semble vraiment arriver au bout de ses forces. Ça fait 10 ans, effectivement, comme le disait Benjamin Blanchard, mais c'est une armée qui gagne des salaires de misère, qui est malheureusement pour elle contrainte à une certaine corruption. Il y a quand même eu beaucoup de corruption. On le voit quand on va au Liban ou en Syrie, il y avait beaucoup de checkpoints où on se faisait arrêter, non pas pour vérifier votre identité et voir si vous étiez quelqu'un de dangereux, mais pour vous demander un peu d'argent. Enfin, c'est ça la réalité. Et à la fin, je pense aussi que ces soldats, seuls finalement, parce que pourquoi ils ont tenu, c'est parce qu'il y avait effectivement ces groupes du Hezbollah qui tenaient sur le terrain et l'aviation russe. Maintenant, les Russes sont occupés avec la guerre en Ukraine. Le Hezbollah a été occupé avec le conflit israélien, pardon, et ils sont complètement démantelés. Et l'occasion était absolument propice pour les groupes islamistes soutenus par la Turquie et peut-être effectivement avec l'influence ou la bienveillance en tout cas d'Israël et des États-Unis, de frapper un grand coup. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, face à une structure qui est devenue un château de cartes. Oui, c'est ça, et qui ne tient plus. Et la guerre des autres continue, que ce soit au Liban ou en Syrie, où la Turquie, la Russie, Israël, les États-Unis, la France continuent à jouer. Et là, le gouvernement Assad, la Syrie Assad, fait penser à une espèce de bâtiment en bois, une termitière complètement bouffée par les termites, et il reste plus qu'à souffler et à pousser, et ça s'effondre. C'est malheureusement... Alors nous avons aussi, et je remercie d'être là, bonjour Tadej de Silzevich. Oui, bonjour André. Bonjour. Écoutez, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et gérant de Tadej, Pays du Levant. Vous êtes importateur de produits artisanaux et de savon d'Alep, et vous êtes mécène de l'ONG Baroudeurs de l'Espoir. Mais je voudrais savoir, vous connaissez Alep depuis, je crois, plus de 30 ans. 35 ans, c'est ça? Exactement, oui. Je suis arrivé pour la en 90 comme étudiant avec Fabrice Balance. Je crois que vous le connaissez aussi parce qu'il ça vient. Voilà, il a une grande connaissance, il était tous les deux géographes. Il a continué dans la géographie puisqu'il est professeur agrégé, et aujourd'hui, voilà, il connaît particulièrement le dossier géopolitique syrien, et j'ai toujours beaucoup apprécié son analyse très factuelle, et voilà. Et alors, comment vous réagissez justement à ce qui se passe aujourd'hui à Alep? Enfin, vous avez déjà, c'est pas nouveau, hein, il y a eu toute la guerre depuis 2011, 2010, etc. Et vous êtes français, vous travaillez là-bas, je suis français, je travaille, voilà, et je fais des allers-retours, et j'ai une entreprise là-bas. Oui. On a même une société là-bas, on a une carte de travail, j'ai une carte de résident. Je fais des allers-retours et j'y ai passé, l'année dernière, j'ai pratiquement passé 8 mois là-bas. Vous voyez, donc 10 mois, oui, donc vous connaissez. Voilà, et j'ai vécu là d'une manière, j'étais complètement assommé, abasourdi, parce que j'y étais il y a 3 semaines, j'étais là-bas. Ma femme devait y être samedi matin, figurez-vous. Son avion a été reconduit vers Damas, et je l'ai je l'ai prié vendredi soir, quelques minutes avant qu'elle monte dans le taxi pour l'aéroport, de ne pas partir. Parce que voyant la situation se dégrader si vite à Alep, je l'ai prié de ne même pas aller à Damas, on devait aller. Mais Tadej Silzevich, alors vous n'avez pas tenu compte de l'embargo. Pardon. Non, mais l'embargo, il ne nous concerne pas. Il ne concerne pas des produits artisanaux. Il concerne des biens. Il concerne davantage, je dirais, des biens qui concernent directement, les personnalités syriennes qui sont sous le contrôle. Vous savez, qui sont, on appelle ça des monopoles en fait. Hein, voilà. Et comment est-ce que vous avez vu ça fait maintenant 15 ans presque tout cela dure, et là on voit ce qui se passe, mais comment vous allez faire maintenant? À votre avis, la situation peut bouger ou pas? Oui, elle a beaucoup évolué en l'espace de 48 heures. Je ne vous cache pas que, j'ai partagé la stupéfaction de tous nos amis sur place, qui ont été complètement abasourdis, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la guerre à Alep, et Benjamin le disait très justement, elle a duré 4 ans. Hein. Je la compare au siège de Stalingrad, mais on en a peu parlé. Mais les Alepins ont reçu des bombes, mais elle n'a pas duré que 4 ans. C'est-à-dire qu'après la libération en décembre 2016, les rebelles ont continué de bombarder Alep jusqu'en 2020, aux actes de 2020 d'Astana. Donc, il y avait des tirs de mortier. Moi, ma femme,
arrivé une fois, je rencontrais quelqu'un le matin, l'après-midi, elle apprenait ça. Parce qu'en prenant son café, il y avait un mortier qui est tombé des rebelles sur la place de terrasse, quoi. Donc ça a été l'insécurité depuis là. Et quand vous dites vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste. Voilà. En fait, je suis à l'endroit au but. Je suis la première des choses que je voudrais souligner là, c'est que ça s'est fait. C'est une surprise mais incroyable. Je dirais que c'est presque plus terrible qu'un tremblement de terre. Le tremblement de terre qui a vécu en février 2022. C'est presque plus terrible parce que derrière, on n'a pas de perspective à trembler. On sait que ça va finir par s'arrêter. Là, on se dit mais attendez, quand on a vu les horreurs qui se sont passées pendant la guerre, et la haine et les rivalités, les tensions ethniques, religieuses, enfin bref, la radicalisation, et toutes ces atrocités qui ont été commises, on se dit, bon, ça y est, on recommence, ça repart là. Et donc, pour une population civile qui a payé le prix de la guerre, comme le disait le père Jacques Moura, je vous reprends, moi j'ai beaucoup aimé qui est venu Monseigneur Moura, maintenant qui est l'évêque de syro-catholique de Homs, qui dit, nous, on ne vit pas, on est isolé, on est séparé du monde, on est devenu très pauvre, on ne mange pas bien, pas ce qui est nécessaire pour être en bonne santé. La plupart des gens dans la population tombent malades, les soins deviennent hyper chers parce qu'il n'y a pas d'importation de médicaments et de matériel médical nécessaire. Après, les gens qui n'arrivent pas à se soigner, ils meurent. J'ai trouvé ces mots d'une exactitude pour vraiment qualifier ce qui se passe en Syrie, c'est très juste. Et les Syriens qui subissent ça, un peu comme les Libanais, qui depuis 75 font subir la guerre avec la banque libanaise, avec l'explosion du port de Beyrouth, et maintenant la guerre à nouveau, mais ils sont dans le coma, ils sont complètement anéantis, si vous voulez. Et il y a ça qui nous tombe dessus. Donc, mais ils étaient dans un état d'angoisse, et les seuls qui sont partis, en fait, ce sont ceux qui étaient dans les quartiers ouest, quand il y a eu l'invasion, et puis après, toutes les autorités, et qui sont même partis parfois 24 heures avant. Tadeusz Lizewicz, restez avec nous. Je voudrais justement parler de cela avec Benjamin Blanchard et avec Pierre-Alexandre Bouclé. Alep était une ville multiculturelle et multireligieuse, multiconfessionnelle. Où en sont actuellement les chrétiens là-bas? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Pas qui veut répondre. Benjamin. Écoutez, avant la guerre, on parlait de 150 000 à 200 000 chrétiens à Alep, donc avant 2011. À Alep, juste à Alep. Aujourd'hui, avant 2011. Aujourd'hui, on était entre 20 et 25 000. Là, depuis vendredi, c'est l'exode. Nous voyons, ça a été des centaines de milliers de personnes qui ont fui. Moi, je vois mes collaborateurs. Il y en a qui ont mis 26 heures pour arriver à Damas, parce que tellement il y avait de voitures, tellement c'était bloqué dans tous les sens. C'était le chaos. Je ne sais pas aujourd'hui combien de chrétiens restent à Alep, mais j'espère qu'il en restera encore moins bientôt parce que c'est très dangereux. Nous, pour l'instant, les nouvelles autorités font assaut de discours lénifiants et bienveillants, mais nous savons ce qu'il en a été à Raqqa, nous savons ce qu'il en a été à Mossoul, et nous savons ce que ce même groupe a fait à Idlib. Il dirige Idlib depuis 2015, et nous savons ce quel a été le sort des chrétiens à Idlib, c'est-à-dire un sort de dhimmi. Alors effectivement, ils ne les ont peut-être pas massacrés, etc., mais ça a été... C'est une vie qui n'est pas enviable. Dhimmi égale citoyen de seconde zone. Exactement, c'est une vie qui n'est pas enviable du tout. Et là, pour l'instant, moi, je conseille à tous mes amis, ceux qui n'ont pas pu partir jusqu'à présent, de partir dès qu'ils le pourront. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Il y a des combats sur la route du désert, qui est la seule qui était encore ouverte. Mais la situation est bien sûr extrêmement inquiétante. Et je crains, hélas, que l'avenir des chrétiens à Alep soit très sombre. Ouais. Et puis, on se demande aussi l'avenir du régime. Pierre-Alexandre André Berkoff, J'avais rencontré l'an dernier un prêtre qui venait d'Idlib, qui circulait un peu confidentiellement en Syrie, et il m'avait raconté justement le quotidien des chrétiens dans cette zone d'Idlib. Donc Idlib, c'est cette zone tampon entre la Syrie gouvernementale actuelle et la Turquie, et où ont été acculés tous les djihadistes à la fin de ce qu'on pensait être la guerre en Syrie, donc vers 2017. Et il racontait vraiment, ce sont des tonnes de petites factions, de petits groupes, à moitié criminels et à moitié islamistes, qui font régner en fait une terreur constante, ou qui s'adoucissent en fonction de leurs intérêts particuliers du moment et de leur rivalité avec les autres groupes islamistes. Etc., avec tout, quoi. Corruption sans arrêt, soumission, brutalité ou assouplissement. Et en fait, ce qui fait que les gens, les chrétiens notamment, qui sont obligés de se plier aux lois de ces criminels islamistes,
criminels au sens criminel de droit commun, et en plus islamistes, vivent dans une insécurité permanente. Et alors, j'aurais bien aimé, si on a 2 minutes, quand même rappeler cette une du Monde d'hier qui me semble un scandale de presse. C'est-à-dire que le Monde titrait « Syrie, la grande ville d'Alep, échappe au contrôle du régime de Bachar el-Assad après l'offensive de groupes islamistes radicaux ». Et là, dans ce titre, tout est concentré, à mon avis, dans l'incompréhension totale de la presse française face à ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire, échappe au contrôle du régime de Bachar. Là, comme si c'était une joie de tomber sous la coupe des islamistes. Enfin, c'est de la folie. Même si on peut dire beaucoup de choses sur ce régime, oui, dire que c'est une victoire, c'est quand même c'est horrible. Et alors, les groupes islamistes radicaux, c'est la vieille sérénade sur les groupes islamistes modérés et les groupes islamistes radicaux. Et on va nous sortir bientôt les rebelles, on nous le sort déjà, toute la presse française, à part Sud Radio et Radio Courtoisie et quelques autres. Et l'Humanité. Et l'Humanité. Écoutez, oui, parle des rebelles. Ce ne sont pas des rebelles, en fait, ce sont des groupes islamistes armés, extrêmement dangereux. Pas dire n'importe quoi. On va continuer d'en parler juste après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Pierre-Alexandre Bouclet, avec Benjamin Blanchard pour parler, et avec Tadej de Slizevich pour parler de la situation en Syrie. Vous savez, on a toujours l'impression que ce qui est extraordinaire, c'est que on se dit oui, ça y est, c'est un peu stabilisé, et puis au moment où ça tend le moins, où les observateurs, vous avez parlé de certains journaux, on parle d'autres journaux, qui ne voient même pas ce qui se passe et qui disent « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ?» etc. Et on voit très très bien que c'est en surfusion et qu'au fond, la moindre faille, le moindre interstice permet à l'adversaire d'y aller. Oui, et c'est vrai que les grands médias, les médias dominants, nous ont affirmé pendant des mois que le Hezbollah, c'était égal à Daesh et Al-Qaïda. Et en fait, voilà que ces mêmes groupes successeurs d'Al-Qaïda attaquent l'armée syrienne et le Hezbollah. Et là, maintenant, on n'a plus que nos larmes pour pleurer. Et en fait, moi, ce que je trouve absolument fantastique, je n'oserais pas dire génial, c'est que depuis 25 ans, on nous répète, donc après l'Irak, après la Libye, après l'Afghanistan, on nous répète, oui, nous avons compris, nous ne referons pas les mêmes erreurs. Mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose et à chaque fois on recommence. Et là, en fait, pour satisfaire la folie guerrière à la fois du Hamas et du cabinet israélien qui sont dans une surenchère permanente, et ben en fait, on a mis le feu à toute la région. On a porté Al-Qaïda aux portes, ou les successeurs d'Al-Qaïda aux portes du pouvoir en Syrie, et au risque de provoquer une vague migratoire absolument colossale vers l'Europe. Mais vous ne croyez pas que le Hezbollah, quand même, a commis, disons, en dehors de tout jugement de valeur, une erreur assez tragique en emboîtant le pas au Hamas. Évidemment. En disant nous allons la guerre sainte, etc. Évidemment, mais c'est aussi le rôle, je crois, des observateurs étrangers ou des puissances internationales d'essayer de modérer et de calmer le feu et non pas de jeter de l'huile sur le feu. Et là, avec la dernière guerre au Liban, je crois qu'on a, en tout cas Israël a jeté encore de l'huile sur le feu. C'est peut-être dans leur intérêt, mais je ne crois pas que ça soit dans notre intérêt à nous, Européens, parce que si vague d'immigration elle n'ira ni vers les États-Unis ni vers Israël. Elle ira vers l'Europe. Comme d'habitude. Et en parlant de courte vue, André Berkov, je pense que aussi bien Israël que Bachar el-Assad ont eu une courte vue sur les risques qu'ils encouraient et qu'ils faisaient encourir à la région. Nous, on devrait réfléchir aux risques que nous encourons, parce que ce qui se passe maintenant là-bas risque demain d'arriver chez nous. Je suis désolé d'avoir à le souligner, mais les rebelles modérés, ce sont les mêmes qui ont rafalé les terrasses à Paris, qui ont rafalé au Bataclan et qui peut-être un jour vont encore arriver chez nous dans des bastions qui sont en train de créer. Qu'on appelle les rebelles modérés. Juste un mot, effectivement, et de savoir ce qui peut se passer. On l'avait dit en 2015 déjà. Bien sûr, et on avait vu Bachar el-Assad ensemble. Tadej de Slizevich, vous entendez ce qui se passe. Vous allez continuer à aller à Alep, vous allez continuer vos affaires. La question est bien sûr est très juste, et c'est la question. En fait, nous, c'est notre activité principale, l'importation du savon d'Alep de Syrie et de quelques-uns d'autres produits de l'artisanat. Aujourd'hui, la Syrie est coupée en deux, et comme le disait, on passe d'un régime laïque d'un gouvernement laïque à peut-être un régime chariesque, comme on dit. Ça, c'est très inquiétant, mais il faut quand même mesurer le propos là sur l'heure actuelle, pas sur les perspectives. Là, je vois Alexandre et Benjamin parler sur des perspectives, et je vais pas les contredire. C'est vrai que on peut être inquiet. Ils veulent,
ils sont à la fois, c'est à la fois le retour des sunnites en Syrie. Il faut savoir quand même que la Syrie est à majorité sunnite, ça c'est une première chose, hein, et puis qu'il y a eu que la guerre, que les sanctions, comme le disait Benjamin, mais qu'aussi malheureux le gouvernement aussi est responsable et coupable de certaines choses. Hein. Bien sûr. Voilà, il faut pas extraire le régime de ses turpitudes. Mais nous, pour en revenir, on va essayer. Moi, la nouvelle que j'avais, nous, on a notre atelier, vous voyez, qui se trouve dans la plus vieille zone industrielle, qui a été l'objet de combats dingues. Et on a du reste, le bâtiment dans lequel on est, notre rez-de-chaussée, était sur 4 étages. C'est un espèce de gros blocos en béton. Il n'a pas été touché jusqu'ici. Il n'a pas touché, mais il est sur la ligne de front entre les Kurdes et les rebelles. Et les djihadistes. Tadé, j'espère en tout cas voir notre entrepôt qui soit la cible justement du feu. Il est dans le no man's land et on a appris ce matin que finalement il y avait eu des accords qui ont été passés et que les Kurdes vont se retirer. Donc le seul quartier qui était résistant, puisque l'armée a disparu, le seul quartier qui était résistant et qui avait ses militaires qui se protégeaient, c'était le quartier kurde, et donc notamment notre zone avait été englobée dedans. Et elle était en périphérie de ce quartier kurde. Écoutez, Tadé Slimani, je vous souhaite effectivement, d'abord à tout le pays, effectivement, c'est un vœu pieux, encore une fois, de retrouver un semblant. C'est vrai que quand on était en Syrie, on voit c'est terrifiant, un peu partout, de voir à quel point ces choses sont comment dire, renforcées, et que ça devient ces pays, Syrie, Liban, que nous avions connus, que moi j'ai connu il y a quelques décennies, qui étaient des havres de paix, deviennent ce qu'ils deviennent. Voilà, et on va continuer à reparler. Merci Pierre-Alexandre Bouclé, merci Benjamin Blanchard, et vous revenez quand vous voulez pour parler de la situation. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Avec Kalos. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tu peux baisser les yeux et bourrifer mes cheveux et dire ce que tu veux, je ne te crois pas. Vous êtes d'accord, vous, entre vous? Mais oui, c'est pourtant vrai tant qu'il m'embrasse moi. C'est toujours ça le prix, puisque tout passe et que tout lasse. Et quand tu me souris d'un air... merveilleuse, Jeanne Moreau, les mensonges, moi j'aime tes mensonges, j'aime tes mensonges. Alors, vous allez entendre quelque chose, vous savez, sur X, sur Twitter, les tweetos ont souvent beaucoup de talent. Alors il y a le meilleur et le pire, comme chacun sait, sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi le meilleur, parce que on passe son temps à vilipender, à dire là c'est terrible et tout, mais non, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas ailleurs, et donc c'est une bonne chose d'aller puiser, notamment, par exemple, un tweetos a fait une espèce de rassemblement, de recueil de textes, de morceaux choisis, et non pas de chorceaux moisis, des déclarations du président de la République, et notamment de ses promesses. Écoutez, vous allez voir, c'est très intéressant. Écoutez. J'ai essayé de les tenir, la confiance va se conquérir. Un ministère plein et entier des droits de la femme. Pour tous les ménages précaires, je porterai un investissement qui est l'audit gratuit pour tous les ménages qui vivent dans des passoires. Sortir du glyphosate le plus rapidement possible, sous 3 ans. L'assurance chômage. L'objectif n'est pas du tout ni de diminuer le niveau, ni de réduire les durées. Là-dessus, je peux vous rassurer. Dans le quinquennat, nous devons fermer toutes les centrales à charbon qui existent encore dans le pays. Dans les 5 ans qui viennent, je garantis le maintien de tout. Il n'y aura pas de décalage de l'âge de départ. Je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Je proposerai une réduction d'1 tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles. Je me suis engagé à la couverture intégrale pour tous les Français en très haut débit, afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici la fin de l'année 2020. Changer notre mix électrique pour atteindre à horizon 2025 les 50%. Les ministres eux-mêmes doivent devenir comptables des actes accomplis dans leurs fonctions ordinaires. C'est pour cette raison que je souhaite la suppression de la Cour de justice de la République. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle. Sur les néonicotinoïdes,
Est-ce que vous revenez sur la règle actuelle, c'est-à-dire l'interdiction en 2020 ? Non, je veux que d'ici 2022, on ait au moins 200 000 jeunes qui puissent bénéficier d'Erasmus. Nous proposons, dans les zones les plus en difficulté, diviser par 2 le nombre d'élèves par classe. Ne pas investir pour notre part en tant que candidat d'En Marche aux élections législatives, un candidat qui aurait un casier judiciaire, approcher le régime de retraite aujourd'hui qui par nos parlementaires avec le régime de retraite de droit commun. Je me suis attaché à simplement faire ce à quoi je m'étais engagé durant la campagne présidentielle. Magnifique. Je me suis attaché ce à quoi je m'étais engagé à faire pendant la campagne et les campagnes. Voilà, c'était un petit compendium, mais encore, il y en avait beaucoup plus de Macron dans tous ses États depuis 2017. Bon, c'est intéressant, vous savez, c'est Charles Pasqua qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Bon, mais entre 2 séjours à Notre-Dame de Paris, vous savez, à tout péché, miséricorde, à tout mensonge, eh bien, quelques vérités qu'on ne se refusera jamais de répercuter, bien sûr. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le cybersexe. C'est quoi le cybersexe? On a entendu le sexe dans tous ses états, 400 000 définitions. C'est quoi le cybersexe? Le sexe sur Internet. Ce virus qui tue l'enfance. Un livre qui vient de paraître aux éditions Artege par Stéphane Bloco et Renaud Etier. Un livre vraiment passionnant parce que vous donnez énormément d'informations. Et puis c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On en discute depuis déjà des décennies, allez, au moins 20 ans. Et puis en même temps, on dit voilà, comment empêcher, parce que le problème n'est pas un problème de liberté, parce qu'on dit oui, vous voulez censurer, pas du tout. Simplement, il y a un problème de génération, un problème d'âge. Est-ce que l'enfance doit être protégée et comment? Et on a, vous savez, beaucoup parlé de l'éducation sexuelle à l'école avec les nouveaux projets aujourd'hui pour 2025 de la ministre de l'Éducation et même avant, Pape Ndiaye et les prédécesseurs. Et là, c'est quand même un phénomène beaucoup plus massif, Renaud Etier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'éducation comprend l'éducation sexuelle et l'éducation sexuelle est comprise dans l'éducation et suppose un accompagnement durable et approfondi des enfants. Oui. Alors justement, vous êtes professeur en sciences de l'éducation et au fond, c'est intéressant parce que ce problème a été posé. Et alors on dit, parce qu'on a vu en tout cas à l'école, même presque à partir des maternelles, on commence à parler d'un certain nombre de postures, que je ne décrirai pas ici, mais parce que on se dit, mais il y a quelque chose d'autre qui est partout, qui est notre ordinateur, qui est Internet, etc., pour le meilleur et peut-être quelquefois pour le moins bon. Comment ça a été vécu? Comment il faudrait peut-être faire un tout petit peu d'histoire, l'apparition de cela et l'apparition effectivement des dérives en même temps. Oui, alors peut-être Stéphane sera plus à même de répondre à cette question. Oui, ça fait des années que le problème persiste et c'est pas un nouveau phénomène qu'on est venu étudier dans ce livre. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont on l'a traité. C'est-à-dire qu'on a à la fois conjugué les compétences et les connaissances des sciences de la communication et en même temps essayer de les analyser avec le recul philosophique de l'éducation. Le phénomène, moi je l'ai traité depuis des années. J'ai commencé avec des commissions qui ont démarré avec François Hollande, vous imaginez. C'était Laurence Rossignol à l'époque. À l'époque où Hollande était président. Oui, c'était Laurence Rossignol qui avait fait une commission passionnante et qui déjà s'inquiétait du sujet. C'était une des premières à vraiment prendre à bras le corps le sujet en disant voilà, là, il y a un problème. C'est pas possible que les mineurs se gavent de pornographie, que ça démarre à l'école primaire, que ça dérape complètement au collège et que ça soit l'explosion au lycée. Le phénomène était déjà posé. Alors après, il y a eu d'autres commissions, beaucoup, et il aura fallu 3 présidents pour que les uns après les autres, ils tapent sur la table en disant moi président, ça vous rappelle rien, c'est fini, il y aura plus de porno à la fin de mon mandat. C'est ce qu'a déclaré encore Emmanuel Macron en 2022. Et c'est pas fini du tout. Et c'est pas fini du tout. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors justement, parlons de la science de l'éducation. Qu'est-ce qui fait que, si vous voulez, le problème est posé depuis des décennies, enfin quelques décennies, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette espèce de... C'est sur le fond, sur la pédagogie, sur l'éducation nationale, parce que je vous posais une question très précise par rapport à la science d'éducation. Là, c'est pas une question de communication. Quand un Pape Ndiaye dit il faut absolument que, et pourquoi pas, je ne sais pas,
l'éducation sexuelle se fasse à l'école, quand on voit que effectivement, vous avez dit, plusieurs personnes essayent de dire on va arrêter tout cela, mais que rien n'est arrêté, ça signifie quoi? Ça signifie on ne veut pas franchir le cap, on a peur ou quoi? Alors il y a un enjeu de santé, on peut dire aujourd'hui, puisque en fait l'exposition souvent prématurée aux images de l'industrie pornographique est susceptible de choquer et aussi surtout d'influencer en fait les enfants et les adolescents dans une direction qui n'est pour le moins pas la plus recommandable. Ouais. Donc il y a un enjeu éducatif majeur, mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est que c'est un enjeu d'éducation générale. Il ne s'agit pas de répondre à ce problème uniquement par ce qu'il serait une éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond aussi à une éducation affective, ça correspond à une qualité de relation dans laquelle l'enfant puisse éprouver sa liberté d'expression, puisse faire reconnaître ses propres émotions, son propre désir, de manière à ne pas être manipulé. Oui, mais alors, est-ce que ça passe? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on entend, c'est la censure. Et on dit, voilà, il faut empêcher, effectivement, d'ailleurs, à juste titre, probablement, pour un certain nombre d'adolescents ou d'enfants. Mais comment, si vous voulez, comment fait-on? Parce que les vœux pieux, on les entend, les souhaits, on les entend, mais dans la pratique, on ne voit pas un peu qui contourne et comment? Alors je pense que les enfants sont pris un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il y a une préoccupation éducative qui va faire qu'on va peut-être parfois éviter d'en parler parce qu'on a peur de devancer la maturation de l'enfant. Et puis de l'autre côté, Stéphane insiste volontiers sur cette dimension, les enfants sont surexposés à des choses qui peuvent être très crues, voire barbares. On nous en parle souvent. Bon, donc on ne peut pas laisser les choses dans cet état-là et il y a besoin d'anticiper un minimum pour que les enfants soient préparés à ce qu'ils risquent de voir. Parce que dans l'état actuel des choses, ils risquent de voir. C'est comme ça. Donc la question est peut-être moins comment on fait pour complètement arrêter l'accessibilité de ces productions que comment on prépare les enfants à y faire face le jour où ça va arriver. Parce qu'il ne faut pas non plus imaginer que parce qu'un enfant va voir un jour une image pornographique, il va tout à coup basculer dans l'addiction. Et c'est le problème, parce que beaucoup de gens qui font qui sonnent le tocsin, si vous voulez, peut-être exagèrent d'un autre côté. C'est-à-dire que le balancier va trop de l'autre côté. Mais non, justement, Stéphane Bloco, concrètement, un enfant est soumis à quoi aujourd'hui? Un enfant qui a 3, 4 ans, 5 ans, un enfant français moyen, enfin une famille française moyenne ou autre, il est exposé à quoi? C'est-à-dire quotidiennement, dans le quotidien, ça se passe comment concrètement? Alors à la maternelle, les risques sont faibles. C'est-à-dire qu'évidemment, heureusement. Évidemment. En fait, le véritable ennemi, et c'est pour ça qu'il ne vous aura pas échappé que le livre commence par un slogan: nous sommes en guerre. Voilà. C'était un petit clin d'œil pour dire... C'est mon slogan, c'est le slogan de l'émission. Oui, je me doutais que ça allait vous plaire. mais nous sommes en guerre avec quoi? En fait, avec le nomadisme numérique juvénile. L'ennemi, en fait, c'est d'une part, c'est vrai, la cyberpornographie, mais surtout le vecteur. C'est-à-dire par où ça arrive chez ces collégiens. On voit que c'est pas à la maison quand on est confortablement installé derrière sa tablette ou avec l'ordinateur familial. C'est ce fameux téléphone portable, ce smartphone qu'on met dans les mains des très jeunes collégiens, voire aujourd'hui des CE2, CM1, les fins d'école primaire, qui sont déjà suréquipés pour beaucoup, et qui va donner cet accès quasi incontrôlable. Quand je dis quasi incontrôlable, c'est qu'on a tout essayé pour verrouiller, bloquer, et que pendant des années, moi j'ai reçu des milliers, des dizaines de milliers de parents en conférence qui à chaque fois me posent la même question. Voilà, j'ai acheté un iPhone 14 à mon enfant, je fais comment maintenant pour qu'il fasse quasiment plus rien avec d'autre que quoi, madame? Que me téléphoner quand il a raté le bus. Elle est là l'équation en fait. Donc il pense que le smartphone c'est pour téléphoner. Alors qu'aujourd'hui c'est pour beaucoup d'autres choses. C'est le besoin des parents en tout cas. Je comprends. C'est ce que les parents demandent. À partir de quand, je parle aux communicants, aux sociologues, mais à partir de quand les parents en moyenne, il n'y a pas de généralisation, mais achètent des smartphones, comme vous dites, 14 autres qui ne savent pas rien à leurs enfants. Milieu de primaire, ça commence déjà à s'équiper. Le CM1, CM2
est déjà lui bien impacté. Et puis c'est la 6e parce que il y a les transports en commun, on a peur de voilà. C'est la peur qui fait acheter ce téléphone. C'est-à-dire que ce smartphone, malheureusement. Ah oui, c'est le sentiment d'insécurité, comme dit l'autre. Bien sûr, c'est qu'on doit être joignable H24 aujourd'hui. Quand le lien parent-enfant, il est voilà. Or, c'était pas le cas. Je vais pas faire c'était mieux avant. Mais quand même, moi, quand mes parents me voyaient partir en mobilette, ils savaient pas si j'allais revenir. Voilà. Ils s'en inquiétaient pas plus que ça. Est-ce que c'était si grave que ça, en fait, oui, vous voyez ça. Et ça, c'est terminé. Il faut en permanence avoir un lien avec l'enfant. Mais il a un prix, ce lien. Il a le prix de l'accessibilité à des choses qui sont quasi... on ne peut pas verrouiller complètement. Il faudrait supprimer, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, la pornographie pour les majeurs, en fait, pour éliminer le problème. Voilà, oui. Vous voyez, et là, on n'aurait plus de problème. Si les adultes ne pouvaient plus en voir, les mineurs ne pourraient plus en voir. Mais vous voyez bien que ce n'est pas la solution. Ça pourrait un problème de liberté d'expression, là, quand même. Exactement. C'est ce qu'on renvoie souvent, en disant, mais alors, il suffirait de le supprimer pour les adultes aussi. Vous voyez le nombre de messages ou de questions qu'on a dans le public, parfois, en disant, mais quel est le problème? Il suffit de supprimer la pornographie aux adultes. Et il suffit de supprimer beaucoup de choses à ce moment-là. Vous savez, ça ouvre la porte, la boîte de Pandore. Pour revenir justement à la FSV, à l'éducation, est-ce que ça pose pas, je reviens à la Cine Renaud-Etier, ça pose pas le problème de qu'est-ce que ça veut dire l'éducation aujourd'hui? À un moment donné, on parlait d'instruction. Je veux dire, qui éduque? Qui instruit et qui éduque? Parce que, est-ce que dans ce livre, et c'est posé, c'est-à-dire que dans cet univers, le cybersexe dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas ce problème de l'éducation en tant que telle qui est posé? Oui, alors il y a une controverse, c'est-à-dire que pour certaines personnes, l'éducation, c'est l'affaire des familles et pas celle de l'école. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, justement, ces mêmes personnes peuvent se plaindre que l'école s'immisce dans l'éducation sexuelle qui concerne davantage la sphère de l'intimité, des dimensions personnelles, des valeurs culturelles qui peuvent être celles de la famille et pas forcément celles de l'école. Alors, l'éducation telle qu'il faudrait plutôt l'appréhender, j'y reviens toujours, c'est quelque chose de plus global. C'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est à peine une éducation, c'est une qualité relationnelle. L'idée que je défends, c'est que quand les enfants peuvent être entourés d'adultes qui se positionnent à la fois avec un cadre qui donne des limites et en même temps avec un bon investissement relationnel où on peut se parler, où on peut jouer ensemble, où on peut travailler ensemble, ça va permettre à l'enfant de se construire de façon solide. Et c'est cette solidité-là qui va permettre ensuite de résister à des dégradations, à des dérives, à des influences diverses. Ce qu'on sait par la négative, et le procès de Marzan l'a encore démontré, c'est que beaucoup de personnes qui sont violentes ou abusives ont été elles-mêmes violentées ou abusées. Donc, ça démontre par la négative l'importance des premières expériences. D'où protéger les enfants de la pornographie ne peut se faire autrement que en les protégeant d'une manière générale dès la petite enfance de certains adultes, de la prédation de certains adultes, de manière à ce que les enfants soient effectivement dans la possibilité de mûrir à leur rythme. Vaste programme, on va en parler après cette petite pause. Je vous rappelle le 0826 300 300 pour effectivement appeler le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance. Vous voyez, c'est pas Covid-19 là pour qui tue l'enfance. C'est pas vraiment ça, même si c'est encore controversé. Mais le cybersexe, ça pose d'autres. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Stéphane Bloco, Renaud-Etier, le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance. Un livre qui fait polémique, effectivement, le cybersexe. Comment faire pour le combattre, surtout à l'intention des enfants, sans tomber dans le côté liberticide. Alors, vous deux, donc un éducateur, professeur d'éducation, un communicant, vous faites beaucoup de conférences, effectivement, à travers la France. Je voudrais savoir, ça fait quelques années, je crois, que vous faites ça. Tout à fait. Comment vous sentez cette France que vous côtoyez, d'ailleurs, qui vous a valu de faire ce livre, qu'encore une fois je recommande. Qu'est-ce qui fait que comment les gens réagissent? À quel miroir de la France vous avez quand vous faites vos conférences et avec les questions qu'on vous pose?
Alors d'abord, indubitablement, il y a un biais, c'est-à-dire que les gens qui viennent à la conférence sont des gens qui accordent suffisamment d'importance à l'éducation de leur enfant pour y consacrer une soirée. Bien sûr, donc, bien sûr. Ils sont intéressés, bien sûr. Le risque, c'est qu'on ne touche pas forcément les parents qui sont peut-être les plus exposés au problème. C'est vrai. Nonobstant ce que je viens de dire, dans les questions et parfois les témoignages, parce qu'il y a aussi des personnes qui prennent la parole pour témoigner, on voit se faire jour une certaine diversité. Alors, concrètement, c'est quoi cette diversité? Alors d'abord, je commencerai par une petite remarque ironique, c'est que moi j'interviens sur l'éducation, j'ai déjà pu en parler un petit peu ici, et donc sur l'importance de s'impliquer relationnellement, de créer un espace de vie commune, etc. Et invariablement, la première question c'est tourner vers Monsieur Blocaux notamment, est-ce qu'il n'y aurait pas un dispositif pour couper l'accès? Donc, c'est-à-dire bien sûr. Une solution. Ils veulent ça pour l'ordinateur, ils veulent ça pour le téléphone. Oui, une solution technique qui permettrait d'éviter d'avoir à éduquer, en quelque sorte, d'avoir à être présent. Donc, c'est plus facile, ça, c'est plus simple. Ce serait plus simple. C'est plus simple. Alors, dans les témoignages que nous avons lors de nos conférences, nous avons des parents qui disent qu'ils n'ont pas équipé leur enfant avant un certain âge. Alors ça, c'est une chose importante parce que c'est le principal argument des adolescents que de dire je suis le seul de ma classe, je suis la seule de ma classe à ne pas avoir de smartphone. Et du coup, à ne pas pouvoir communiquer avec les autres et puis du coup, se retrouver exclu. Et c'est un argument qui touche forcément les parents, sachant qu'une grande partie de la socialisation se fait aujourd'hui par les réseaux sociaux. Bien sûr. J'ai fait une enquête dans des maisons de quartier il y a deux ans de cela, et la plupart des adolescents disaient bien que quand ils sortaient du collège ou du lycée, ils prenaient le bus pour rentrer chez eux et ils entraient en relation avec leurs amis, c'est-à-dire en allant sur les réseaux. Et en fait, très peu rencontraient physiquement leurs camarades. Donc, c'est là où c'est difficile de les en priver. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, juste un mot pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas aussi que, vous savez, l'enfer c'est les autres, surtout dans les classes, dans les premières classes. Est-ce qu'ils passent pas pour un ringard, on dit t'as pas de téléphone, t'es un pauvre type, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi, ils disent regarde, oui mais on me traite très mal parce qu'ils ont tous leur portable et moi je l'ai pas. C'est ça, c'est la question du mimétisme en fait, qui peut se jouer sur les vêtements, sur la coupe de cheveux et puis maintenant ça se joue avec le smartphone. Le suivisme, le conformisme, normalement. C'est ça, mais ça n'a rien de nouveau de ce point de vue-là. Simplement c'est plus cher et c'est plus grave. Alors, et vous alors, par rapport à justement Stéphane Blocaux, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce que vous avez entendu? Alors, effectivement, on a parlé du blocage, on a parlé effectivement de quelques enfants qui disent j'ai pas de smartphone, mais effectivement, je vous repose peut-être la même question. Et aussi d'autres, qu'est-ce que vous avez entendu dans ce miroir promené le long d'une route, comme disait Stendhal? Des parents en souffrance, des parents pour qui le premier sujet de discorde c'est devenu cette négociation avec le temps connecté en fait. On voit bien que c'est la guérilla en fait, guerre de tranchées, guérilla. Enfin voilà, c'est les petits pièges, les petits coups en douce. On essaie de gratter. Voilà. Alors j'ai une expression. Moi, je dis que les enfants sont devenus des mendiants du numérique. C'est-à-dire que dans mon premier ouvrage, ce terme-là, il apparaît beaucoup. Les mendiants du numérique, cette idée qu'ils sont en permanence en train de quémander des petites minutes supplémentaires de numérique, d'aller chialer, négocier. C'est effrayant en fait. Et négocier avec qui? Négocier avec les parents. C'est-à-dire que le soir, il faut avoir son petit temps connecté et de plus en plus. Et puis la minute... Il y a presque une souffrance. Ça relève de la dépendance. Vous voulez dire encore une minute, donnez-moi encore une minute, c'est ça? Une minute, coupe pas, stop pas, arrête, je suis avec mon jeu, je peux pas arrêter, c'est impossible, tu te rends pas compte, je vais être banni, on sent que ça, c'est une véritable souffrance pour l'enfant, et les parents voient leurs enfants en souffrance. Et le temps, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des chiffres délirants, puisqu'on parle pour les 13-17 ans, on est de l'ordre de 7 heures, vous imaginez, 7 heures par jour. 7 heures par jour. Pour les 13-17 ans. 13-17 ans, on est rendu à 7 heures par jour, tout écran confondu.
Voilà, c'est des chiffres qui sont revisités. Aussi bien télé qu'ordinateur que téléphone. Tout écran confondu. Donc, et on est autour de 5 heures par jour sur les 8-12 ans, vous imaginez, et on a parfois des enfants de 2 ans qui sont à 3 heures d'écran. Vous voyez, donc 2 ans. 2 ans, tout à fait. Donc on est sur des chiffres. Ça m'a semblé énorme. Ah non, mais c'est aberrant, c'est stratosphérique. Hein. On n'est pas sur un petit phénomène comme ça. Et à chaque fois, on nous dit oui, la télé c'était pareil. Mais non, allez revisiter les chiffres des temps de télé. Même nous, les enfants de la télé, on n'a pas eu cette consommation. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait pas dans le bus, on l'avait pas à la sortie de l'école, on l'avait pas à la pause du midi, on l'avait pas. Il est partout, ce téléphone. C'est pourquoi il va falloir agir et proposer des solutions. C'est vraiment, oui, mais pour vous concentrer, c'est le téléphone vraiment l'instrument majeur. Et c'est ce qui permet d'avoir en permanence un écran sous les yeux. En permanence. C'est... Oui, c'est-à-dire que ce smartphone, il est à la fois une prouesse technologique et en même temps que c'est un petit peu le cheval de Troie. Parce que c'est ce qui permet d'entrer dans la sphère d'intimité de l'individu. Et est-ce qu'il est raisonnable qu'un enfant puisse s'isoler dans sa chambre avec un smartphone, sachant toutes les dérives qui sont permises. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on se concentre sur le problème de la pornographie qui pose un problème par rapport à la protection de l'enfance, mais on a des témoignages, alors ça fait partie des témoignages qu'on a à la fin des conférences, où des enfants accèdent aussi à des vidéos de barbarie. Voire de barbarie sexuelle, d'ailleurs. Donc c'est vraiment très grave. Et puis l'histoire avec les terroristes, etc. C'est ça, les décapitations. Oui, ils y accèdent. Enfin, ils peuvent y accéder, oui. Oui, allez-y, j'en prie. Oui, et donc en fait, c'est pour ça qu'on dénonce ceci comme un enjeu de santé publique. En fait, c'est pas juste un choix éducatif, c'est plus profond que ça. Et effectivement, les parents que nous rencontrons doivent se battre. Alors là, je suis dans une nouvelle enquête avec une professeure de lycée sur cette question de la liberté des adolescents. Et il y a tout récemment là une jeune étudiante en classe prépa qui témoignait du fait que ses parents lui avaient donné des limites très fermes. C'est-à-dire qu'elle avait un smartphone, mais elle n'avait pas le droit de l'emmener dans sa chambre. Et visiblement, ça a joué un rôle très positif pour elle, parce que maintenant qu'elle est indépendante, eh bien, en fait, elle reste assez libre par rapport à son smartphone. C'est ça. Donc, quand on pose des limites, ça permet de construire autre chose, et notamment de s'investir dans ses études et dans la lecture. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. Le smartphone considéré comme une drogue dure, addiction. Je crois que nous avons un auditeur, Marie. en effet, qui nous appelle d'Antibes, et c'est Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc. Oui, bonjour. Bonjour, Luc, on vous écoute. Alors, moi, je voulais faire justement, quand je vous ai entendu parler tout à l'heure de smartphone, je me posais simplement la question de dire que pourquoi, alors que nous, moi j'ai 60 ans, quand j'étais petit, j'avais pas besoin de tout ça parce que, en fin de compte, je ne l'avais pas devant les yeux. Donc pourquoi aujourd'hui l'État, les parents, la téléphonie ne se mettent pas ensemble pour justement trouver une solution pour que les enfants aient un téléphone, un moyen de communication standard de base qui leur permette justement de ne faire que à quoi sert un téléphone jusqu'à un certain âge. Et de pouvoir justement les protéger, parce que effectivement, comme le disait l'interlocuteur juste il y a quelques instants, c'est que moi j'ai vu la différence avec mon petit-fils qui a 2 ans, qui ne sait pas ce que c'est qu'un appareil électronique. Et effectivement, je vois par rapport à d'autres enfants du même âge qu'il n'a pas du tout le même comportement. Il est plus éveillé, il regarde autour de lui, alors que quelqu'un qui est des enfants qui sont avec un smartphone, ils ne font que regarder un écran. Et ils ne voient plus ce qu'il y a autour d'eux. On apporte de l'eau à votre moulin, là, Stéphane Bloco. Dans le livre, on a fait un carrousel. Voilà. Et dans ce petit carrousel, on montre, dans les années 90, avec quoi, en fait, on partait à l'école. Imaginez une minute la scène. Vous imaginez l'enfant qui part à l'école et puis qui, tout d'un coup, dit « Maman, je vais prendre le téléphone ».
Le téléphone, mais ça aurait été tellement surprenant, c'était pas possible, puisque déjà, ça existait il avait un fil. Admettons, les premiers modulaires, on met le téléphone. Maman, je vais prendre le caméscope de papa. Vous imaginez un enfant qui serait parti avec un caméscope à l'école? C'était impensable en 90. Allez, on continue. L'appareil photo réflexe, c'est parti. On met tout ça dans le cartable. La Game Boy, allez, c'est parti. Qui aurait pensé donner une Game Boy? Mais voilà. Et puis, tiens, la télévision. Allez hop, la télévision, puisque un abonnement Netflix, n'importe quel podcast, streaming, c'est parti. Un studio complet de télévision, c'est ce que voilà. Qu'on peut avoir sur son portable. Bien sûr, voilà. Et l'enfant, il est en 6e, 5e, et il a l'ensemble de cette puissance de feu d'adulte concentrée dans un petit écran comme ça dans les mains. On a mis dans les mains d'enfants des outils d'adultes et du contenu d'adultes pour revenir à la cybersexualité. C'est tout le problème du rapport à la technique. Et le contenu d'adulte. On aurait eu la même chose à notre âge, mais c'est tellement tentant. C'est quelques lettres, vous appuyez sur Entrée et vous êtes devant de la pornographie. C'est tellement tentant. Bien sûr que c'est tentant. Je crois que nous avons, nous allons avoir Michael, je pense, mais... Oui, pour compléter sans doute par rapport à cette question de l'auditeur, il faut sans doute considérer que c'est un vrai problème politique, c'est-à-dire où il s'agit qu'une autorité prenne une décision pour l'usage du public et dans une démocratie. Or, malheureusement, le politique est bien à la remorque aujourd'hui de l'économie. C'est un marché considérable. Si on vend des smartphones aux enfants, on vend du coup beaucoup plus de smartphones déjà. S'il y a un smartphone par membre de la famille... Il faut étendre le marché, quoi. Et ensuite, on forme des sensibilités. C'est comme pour la malbouffe, on forme des sensibilités, c'est-à-dire que les enfants sont habitués à ceci et ça devient les consommateurs de demain. Donc c'est coup double pour le marché. C'est clair, il ne faut pas oublier l'économie. Je crois que nous avons un nous avons Michael, en effet. Bonjour Michael. Bonjour Michael. Bonjour. Oui, on vous écoute Michael, on vous écoute. Oui, je me permets de vous appeler. J'étais en train d'écouter attentivement votre sujet en fait sur le numérique et en particulier les smartphones en fait auprès des enfants. Ouais. Et c'est vrai que alors j'entendais il y a encore quelques secondes la personne qui disait que c'est au rôle des politiques en fait de s'occuper de ça. Mais en fait c'est surtout les parents en fait qu'il faut rééduquer, non pas les enfants, mais c'est le principal, c'est les parents effectivement. Nous en tant que parents en fait on a toujours été contre les smartphones. J'ai bien dit les smartphones, jusqu'à l'entrée au lycée pour nos enfants. Ouais. Mais pas contre le téléphone. C'est-à-dire qu'on leur proposait à chaque fois un téléphone à clapper, à touche, ce genre de choses, si vous voulez être joignable ou si vous voulez téléphoner, parce que c'est ça l'idée au départ du parent, c'est de pouvoir téléphoner. Bon, ils refusaient tous à chaque fois, à part un, mais sinon ils vont refuser. Mais sinon, en fait, il n'y avait pas quand j'entendais la frustration des enfants, en fait, les parents en fait sont tellement en fait dans la protection et l'ultra protection des enfants. En fait, on est prêt, en fait, les parents sont prêts à faire, à sacrifier en fait des choses, à mettre leurs idées en fait de côté en se disant c'est pas grave, au moins je peux l'appeler ou je peux le contacter. Et oui, c'est ça, bien sûr. Et moi je trouve ça terrible parce qu'effectivement les dégâts de ce qu'on met sur Internet, et nous on parle beaucoup avec nos enfants, c'est-à-dire qu'on leur explique clairement dès petits, on parlait d'éducation sexuelle, on parle beaucoup en ce moment avec les débats sur l'éducation sexuelle à l'école, ce genre de choses. Nous, la parole en fait de la création, de la procréation, ce genre de choses, on en parle déjà très tôt, déjà dès la primaire, suivant comment les sujets arrivent avec les enfants et tout, mais la parole est très, très importante. Et le problème des outils informatiques, l'internet, etc., coupe en fait dans la vie de famille, en fait, moi je vois autour de moi les familles qui sont coupées, chacun dans son coin, sur son fauteuil, dans sa chambre et tout, isolé, etc. Il n'y a plus de liens familiaux. Et nous, ça a été avec ma femme, en fait, quelque chose de très important, de mettre la famille au cœur de notre vie. Oui, oui, mais ce que vous dites, Michael, en fait, c'est un problème général, mais je crois que le problème des parents, c'est fondamental, quoi. Encore plus que l'école. Je veux dire que c'est vraiment fondamental, parce que si vous voulez, en fait, là, et vous le savez très bien, on a tous, quand on va en un train, quand on va dans un restaurant, etc., la moitié des gens sont, même en mangeant, sont en train de regarder leur iPhone, quoi. Je parle là, on va au-delà de la cybersexualité, etc., mais c'est hallucinant. Et dans le train, et dans le métro, et un peu partout. Donc, si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas là un vrai problème qui est, pour revenir au sujet de votre livre, qui est, au fond, comment faire, parce que on a parlé d'interdiction, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'éducation des parents, justement, et une question, on revient au sujet de l'éducation sexuelle à l'école ou ailleurs,
c'est qu'au fond, vous posez le problème philosophique et autres de la permissivité. Jusqu'où on va, c'est-à-dire que on est en démocratie, on n'a pas envie d'être dans une dictature où c'est très bien, voilà, on vous dit ça, vous avez le droit d'écouter, ça, vous n'avez pas le droit de faire. Comment arriver à un équilibre dans cette balance très compliquée entre justement, vous savez, on disait quelle est la différence en démocratie et dictature, c'est voilà, l'un ferme ta gueule et l'autre tu fais ce que tu veux, enfin bon. Voilà. Moi, je sens pas, pour prendre l'analogie des scooters, je sens pas les enfants de 13 ans en souffrance et sous dictature parce qu'on leur dit qu'ils n'auront pas un scooter avant 14 ans. Juste, on a établi que le risque physique de maturité pour conduire un scooter, ben, c'était bien à 14 ans. D'ailleurs, on a changé les lois, puisque au départ, les trottinettes électriques, c'était 12 ans, et on a décidé de les passer à 14 ans. Donc, vous voyez, on peut réétudier, revenir sur un avantage acquis et dire à un moment, voilà. Maintenant, la vraie problématique, c'est est-ce que on est prêt à faire ça pour un risque psychique, c'est-à-dire que autant on protège nos enfants et Renaud pourra certainement en dire un mot sur les risques physiques, on les a mais autant on veut savoir où ils sont. Mais autant on veut savoir où ils sont. Mais après, par contre, on leur donne un engin qui permet en 2 clics d'atteindre de la barbarie sexuelle. Il faut prendre la mesure, et c'est ce que le livre fait, prendre la mesure de ce qu'il voit. On n'est plus dans la pornographie des années 80. Où il y avait une sorte de nonchalance, de bonhomie, même si ça restait du porno. Non, voilà. Non, mais c'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Là, on est sur des scènes, c'est d'une brutalité rare, c'est de la d'une torture. mécanique totale, imbécile. C'est de la torture, et c'est du gros plan, du zoom. On a éradiqué toute forme de... Il n'y a même plus d'histoire, il n'y a rien. Il n'y a plus de scénario, il n'y a plus rien. C'est uniquement des scènes qui s'enchaînent les unes après les autres, avec des gros plans. Et ça donne effectivement une image de la sexualité ou des relations qui est peut-être un peu sommaire, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Déshumanisé, désincarné, bestial, mais qui peut tout à fait convenir à des adultes qui ont envie de le regarder, qui assument ce qu'ils regardent. Là, on est en train de parler d'enfants. Ouais, et puis le problème, on voit ce qu'on appelle les tournantes dans un certain nombre de cités, etc. C'est les 12-13 ans qui sont là. Voilà, il y a des choses qui sont après, il y a des choses qui sont illégales et des choses qui sont tournées dans des conditions légales et d'autres qui sont tournées dans des conditions qui... Sauf qu'elles se confondent sur l'écran. Et c'est bien le problème. C'est que malheureusement, on a 2 types de pornographie, celle qui est établie dans des endroits dans la vallée de San Fernando, etc. Aux États-Unis, tout ça avec des studios. Puis il y a de la pornographie qui relève qui relèverait en tout cas d'intervention. C'est clair, plus musclé que ça, voilà, c'est vrai. Tout à fait. Oui, Stéphane a introduit une distinction qui est particulièrement précieuse entre les enjeux physiques et les enjeux psychiques. Donc effectivement, on est dans une société très angoissée, sécuritaire, où on va veiller à la sécurité physique, mais où on laisse passer des risques psychiques importants. Et je voudrais dire un mot en particulier de ce risque psychique, c'est en fait que nous sommes dans l'évitement de la frustration. Et c'est ce qui conduit un certain nombre de parents, d'un certain point de vue, à se démettre de leurs responsabilités éducatives avec l'idée que l'enfant ne doit pas être frustré. Mais y a-t-il une éducation possible sans expérience de la frustration ? Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'être sadique et de priver comme ça arbitrairement l'enfant de choses qui sont importantes pour lui, mais de marquer des limites à l'intérieur desquelles l'enfant va pouvoir se construire, s'ennuyer, être créatif. Et puis, cette histoire de la frustration, on la retrouve évidemment dans la sexualité. C'est-à-dire que la frustration, c'est aussi ce qui va permettre au désir de mûrir. Alors que dans la pornographie, il n'y a pas d'expérience de la frustration puisqu'on est immédiatement en relation avec l'objet. Dans le corps du sujet, si je peux me permettre, mais vous parlez c'est vraiment tout le problème, c'est qu'on a fait l'enfant roi et on a dit voilà, et toute la pédagogie éducationnelle, c'est l'enfant roi, donc il n'est pas question de te priver de quoi que ce soit. C'est ça. Et d'un autre côté, il y a le cycle de la violence, mais en fait, il faut le dire, le problème c'est combien de familles ne sont plus des familles. Après, on va peut-être pleurer ou chouiner là-dessus, mais c'est pas le problème. On va tout de suite prendre une petite pause et on se retrouve avec vous. Et pour ne pas que l'enfant soit dans tous ses états, lisez le livre de Stéphane Bloco et Renaud Etier, Le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance, chez Artege, aux éditions Artege. Juste en 1 minute, alors vous seriez ministre de l'Éducation ou ministre, je ne sais pas, vous savez, il va y avoir probablement un remaniement, sinon un changement de gouvernement. Donc à mon avis, il faut y aller là. C'est votre rôle là maintenant. Stéphane Bloco, ministre de la Communication, va s'occuper de lui. Non, qu'est-ce que vous feriez en premier ?
dans cette histoire pour protéger l'enfance? En une minute, légiférer, c'est-à-dire calquer ce qu'on a fait pour les risques de la route avec cette analogie que j'ai donnée avec le scooter. Simplement expliquer que quand un parent arrivera avec son enfant dans une boutique, quel que soit l'opérateur, on lui dit voilà, les smartphones pour cet enfant de 12 ans, c'est pas possible. Par contre, il y a toute une gamme de téléphones, les voici. C'est ce dont a témoigné. C'est la différence entre smartphone et téléphone. Bien sûr, le smartphone, il permet le monde entier, y compris la pornographie, avec des blocages qui sont d'une rare complexité à mettre en œuvre et qui sont contournables. Le téléphone classique, le dumbphone, le téléphone idiot, lui, c'est un outil de sécurité qui fait partie de notre vie contemporaine et qui ne nous pose pas de problème avec Renault, en tout cas. Juste 3 mots. Je pense qu'on ne peut pas éduquer les parents à proprement parler parce que l'éducation suppose une prise en charge d'une personne qui n'est pas encore responsable, mais on peut informer et former davantage. Et de la même manière qu'on accompagne les gens quand ils vont avoir un enfant pour les questions de santé, avec un carnet, etc. Là, il faut vraiment les informer et les former des dangers du numérique, notamment en matière d'accès à la pornographie. Voilà, et bien c'est aussi notre métier face à ceux qui déforment. Informons.